vendredi 9 octobre 2020, le romancier Pierre Ducrozet présentait à la librairie Ombre Blanche son dernier roman, Le Grand Vertige, paru aux éditions Actes Sud. Bonne écoute. Allez, on commence. Merci. Bonsoir à vous d'être venus ce soir pour écouter parler Pierre Ducrozet de son dernier roman. Je vous le montre, Le Grand Vertige, qui est sorti tout juste au mois d'août. C'était en août, au moment de la rentrée littéraire. Et que moi, je n'avais pas vu, parce qu'il est sorti tout juste hier. C'est Partir léger, voilà, qui est, on en parlera un petit peu, un livre de chronique qui était diffusé dans Libération en début d'année. Ouais, toute cette année, ouais, c'est ça. On en parlera parce qu'apparemment c'est en lien. Non, il est sorti hier le livre, donc c'est en lien aussi. C'est un petit peu le laboratoire du Grand Vertige. C'est ça. Le Grand Vertige, c'est un roman qui Bonsoir à tous. de la même manière que l'invention des corps est un livre qui est une entreprise de questionnement du monde contemporain au travers du roman, au travers de personnages, parce que je crois que ça passe vraiment par des personnages très marqués. J'avais écrit que vous portiez sur le monde un regard autant interrogateur que scrutateur. Parce que je crois que la notion d'interrogation, elle est très forte, comme c'était le cas dans l'invention des corps. C'est-à-dire que vous faites jaillir des questions chez le lecteur et non pas, vous ne proposez pas des réponses toutes prêtes. L'invention des corps, pour ceux qui avaient lu, c'était une histoire autour des questions du transhumanisme. Et là, dans Le Grand Vertige, on attaque frontalement les questions du changement climatique dans nos sociétés, sur la planète. Donc, vous faites une lecture contemporaine des problèmes de nos sociétés, mais c'est aussi un roman d'une utopie qui est à l'œuvre, qui est peut-être en train de naître en ce moment. Pour placer un petit peu l'intrigue du livre, non, est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas lu du tout? Bon, alors on va placer un petit peu l'intrigue. On a Adam Tobias, qui est un écrivain d'une 70 ans, 75 ans, intellectuel, qui a fait beaucoup de choses dans sa vie, parfois des choses qu'on apprend au cours du roman, qu'on n'évoquera pas, mais il a écrit des romans, il a participé au niveau politique à des débats. Quand on lui demande, donc le livre se déroule au milieu des années 2010, on lui demande de participer à une commission européenne sur les questions du changement climatique. C'est une commission extrêmement bien dotée, avec beaucoup d'argent, et lui va, au lieu de faire un système de sous-commission où on va réfléchir sur les problèmes, il retourne la question et il va faire s'interroger des acteurs individuels, pour la plupart des jeunes gens, sur des questions extrêmement précises qui ont rapport avec le changement climatique. Et le livre débute comme ça, sur l'exposé des personnages, qui vont être les personnages principaux du livre, qui tous ont à faire avec les questions du changement climatique. Ça vous va comme Ouais, ça va bien. Très voilà, oui. Ces jeunes gens sont missionnés pour des choses extrêmement précises. Ils sont ingénieurs, professeurs, voyageurs, botanistes, architectes, géologues, écrivains. Voilà, ils ont tous, à un moment, collaboré avec Adam, et il va les missionner sur des choses très précises pour faire progresser dans cette idée comme ça que par capillarité, plus par rhizome en fait. Je crois que le rhizome, c'est un des éléments clés du livre, le fonctionnement en rhizome. On va peut-être en rester là pour l'intrigue, on verra un peu plus loin pour le reste de l'intrigue. Ma première question, en fait, ça pourrait être comment le Grand Vertige il se place par rapport à l'invention des corps, puisque il y a des personnages, Alvaro et Adèle réapparaissent subrepticement, donc on peut supposer qu'on est dans le même univers romanesque. Est-ce que le Grand Vertige découle immédiatement de l'invention des corps, ou c'est un projet
C'est un projet que vous aviez à part, enfin, qui est venu comme ça après. Oui, ouais, c'est vraiment l'accroissement du même territoire. Ouais. Moi, je crois que c'est ça, je considère que c'est dans le même espace, qui est complètement ni réel, ni complètement de la fiction. Enfin, on croise plein de personnages réels. On est dans on est dans l'Amérique de Donald Trump, par exemple. On est en gros dans le monde contemporain. On a après les mêmes problématiques et les mêmes. Voilà, on fait un tout petit pas de côté évidemment puisqu'on rentre dans la fiction. Malgré tout, mon idée, c'était pas de faire du chrony, pas de dystopie. C'était de voir quels sont vraiment les enjeux et de les traiter par la fiction. Hein. C'est en aucun cas un essai, mais même si on peut, à travers l'action, réfléchir, avancer des hypothèses. Donc c'est l'accroissement du même territoire. C'était l'idée de... après l'invention des corps, c'était comment on se situe dans nos corps contemporains, d'où ils viennent ces corps, comment ils se sont construits et comment on les habite. Là, c'est comment on habite l'extérieur, le monde. Donc l'idée, c'était j'avais ma carte du monde et je voulais explorer presque la totalité des territoires sous l'angle comment on va réussir à les habiter autrement, parce qu'on voit bien qu'on n'y arrive pas complètement, qu'on ne sait pas vraiment comment trouver un accord avec les choses, avec les milieux, peu importe comment on les appelle, mais voilà, on patine. Et donc du coup, ces personnages prennent ça à bras le corps. Et ils sont effectivement missionnés par Adam Tobias pour essayer de proposer des solutions. Et ils se heurtent évidemment à toute une suite d'obstacles, puisque c'est comme je l'ai dit, le monde contemporain, donc c'est pas simple. Mais l'idée, c'était de partir tout de suite avec... il se passe quelque chose, et on propose des tentatives. Donc effectivement, le premier mouvement, la première partie, c'est toutes ces missions, c'est toutes ces tentatives aux quatre coins du globe. Et ensuite, on voit ce que ça donne. Donc oui, c'est vraiment l'extension du domaine. Et cette notion de rhizome, j'ai l'impression que ce mode de fonctionnement de rhizome, c'est vraiment la façon dont le monde moderne fonctionne. Ouais. Et moi, ça m'intéresse du coup pour travailler la forme romanesque, de dire comment construire un roman autour de ce monde-là. Il me semble que par mimétisme, ou en tout cas pour savoir comment le saisir, comment le capter, ça pourrait être intéressant de tenter un roman comme ça qui soit aussi efflorescent et qui se développe librement, même s'il y a un fil quand même tendu dans le livre. Autour de ce fil, on va et on vient sur le modèle d'un rhizome, sur le modèle d'un réseau, sur le modèle d'un cerveau aussi, qui fonctionne comme ça, un cerveau aussi par synapse, par association. Et souvent, j'étais marqué par le fait de voir des romans qui sont extrêmement construits et on va quand même d'un point A à un point B à un point C. Alors que non seulement le réel ne fonctionne pas du tout comme ça, mais notre perception du réel non plus. On est sans cesse en train de divaguer, d'aller vite d'un point à l'autre. Et c'est pour ça qu'on a aussi rencontré, par exemple, Internet aussi facilement. C'est finalement, ça fonctionne un peu comme un cerveau. Et donc voilà, je m'étais dit, avec l'invention des corps, j'avais tenté ça, me dire qu'est-ce que ça pourrait être cette forme-là. Et donc je continue avec celui-là et certainement je continuerai à nouveau. Ça m'était venu en fait aussi en travaillant le roman d'avant qui était autour de Basquiat, qui s'appelait Eureka, où j'avais remarqué que Basquiat fonctionnait lui aussi comme ça. Je ne sais pas si vous voyez les toiles de Basquiat. Donc c'est des écrans comme ça, ensemble, où effectivement ça circule aussi. On va très très vite et d'un univers, d'une couleur, d'une tonalité, d'un point à l'autre. Donc un peu comme tout ce que je viens de dire, ça ressemble à toutes ces formes-là. Et donc en travaillant sur ces toiles et sur son œuvre et sur sa vie, j'avais aussi imaginé un roman comme ça qui aille d'un point à l'autre sans nécessairement passer par déconstruit, tout en construisant un autre ordre. L'idée, c'est pas de faire hier, mon éditrice me disait une phrase que j'ai beaucoup aimée. Elle dit la liberté, c'est bien, mais c'est la liberté avec la rigueur, quoi. Donc là, c'est pareil, ça, c'est pas du tout là, un chaos, c'est un chaos organisé, quoi. Je tiens aussi beaucoup à ce que ce soit
prenant comme un roman d'aventure et comme que ce soit tenu. Mais malgré tout, autour de ça, on circule. Parce que ça fonctionne aussi à l'intuition ou enfin, est-ce que vous fonctionnez à l'intuition? Parce que j'ai l'impression que les personnages sont très intuitifs. Ils ont cette facilité de se laisser porter par le monde. Et du coup, alors bon, ils sont en partie pilotés. C'est une des intrigues du livre. Mais voilà, particulièrement June et Mia, bon, oui, tous en fait, ils sont vraiment très intuitifs. Oui, alors eux, je les construis effectivement comme ça, effectivement très physique, intuitif et donc aussi plein de contradictions et parfois de complexité comme ça. Mais par contre, pour le construire, ce roman, du coup, c'est plus tellement enfin, s'il y a de l'intuition, mais c'est aussi beaucoup d'élaboration, quoi. Pour que ça semble fluide, il faut aussi construire et déconstruire et donc il y a aussi le travail après de montage comme au cinéma, quoi. C'est-à-dire pour faire des effets de saut, de rupture, de mouvement, il faut couper, redécouper et, donc c'est vraiment assez proche du cinéma en ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on a des heures, pour vous donner un exemple précis, la première partie qui maintenant doit faire peut-être 120 pages, et en tout cas le début avec la présentation des personnages, c'était beaucoup plus long et c'était beaucoup trop long. Oui. C'est-à-dire que j'avais été parti dans un délire total où je voulais qu'au début on ait absolument toutes les histoires possibles, tous les genres, tous les territoires et tout. Et ça allait pas parce que et donc on pourrait dire que c'était des rushs, non, comme au cinéma. Il y en avait beaucoup trop forcément. Et ensuite il faut il faut concasser, il faut resserrer, il faut que avec cette idée de fluidité. Donc c'est assez ça, c'est assez proche de. Donc ça, c'est le réseau Télémac, c'est tous ces jeunes gens qui sont envoyés aux quatre coins de la planète. Alors j'imagine que des expériences que vous avancez là, avec des choses très précises, j'avais noté, ce sont des expériences qui existent vraiment, vous n'êtes pas les inventer. Je fais toujours un petit peu. Non, mais en gros, oui, en gros, c'est des choses qui existent, qui se font. Ensuite, on tourne un peu autour. Par exemple, la plante miracle dont entend parler Nathan au début et qui va ensuite chercher en Amazonie, qui serait donc une plante capable de saisir 100% de l'énergie du soleil. Et lui, il espère, grâce à elle, saisir le mystère de la photosynthèse. Enfin, alors cette plante n'existe pas, mais malgré tout, il y a des scientifiques qui travaillent autour de ça, d'une plante bionique, on pourrait dire, une plante qui serait capable de saisir 100% de cette énergie, et ensuite, nous, en tant qu'être humain, on serait capable de la saisir, cette énergie, donc de faire un cercle vertueux. Parfait. Donc, en gros, là, c'était une intuition, et je trouve qu'après, j'ai vu que ça existait, c'était plutôt une idée. Après, autre exemple, il y a un type qui est assis pendant 1 an dans son fauteuil et qui doit, lui, observer la réalité à travers Google Maps, Google Earth, et voir s'il voit quelque chose. Cet homme existe plus ou moins, et c'est un écrivain et poète. Bravo. Et donc voilà, donc je l'ai effectivement, quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça fabuleux, et donc je l'ai intégré dans le livre. Ouais, c'est des choses comme ça, on fait un peu, voilà, on s'inspire de tout ce qui passe, et puis s'il y a une astronaute et qui décrit et qui envoie des photos du ciel, eh bien voilà, s'il se trouve qu'on a un astronaute en l'air qui nous envoie des photos de Twitter, comme ça a été le cas il y a 2 ans, 3 ans. Voilà, ça nourrit aussi ça. Donc c'est un mélange, quoi. C'est un mélange. Mais en gros, l'idée est quand même de faire, de pas raconter n'importe quoi. Comme dans l'invention des corps, c'était de travailler, vraiment ce qui se déroule. Et ensuite, les personnages, eux, ils s'appuient là-dessus et ils partent dans l'espace de la fiction. Mais par exemple, quand on est dans la jungle en Birmanie et qu'il y a ce massacre des Rohingyas, voilà, on sait bien que ça existe, que ça s'est passé à peu près comme ça. Oui. On va y venir un peu plus loin.
Celui qui est sur Google, il a publié des livres aux éditions Inculte. Son nom est en train de m'échapper. Oda Sava, Voilà, Oda Sava. Et alors, il y a donc une ville de papier qui est un livre qui est tout à fait passionnant. C'est magnifique. Et je crois que ça va être republié l'année prochaine, un livre qui s'appelait Éclat d'Amérique. C'est une succession de 52 fictions très courtes qui toutes se passent dans un État, sur un des États américains. Et c'est un livre qu'il a entièrement écrit à partir de ses pérégrinations sur Google Maps. Oui, ça fait une dizaine d'années qu'il voyage sur Google Maps. Et tous les jours sur son blog, vous pouvez le voir, qui est merveilleux. Il poste une photo et un commentaire de ce qu'il voit. Et donc, c'est vrai que c'est assez fabuleux ce qu'il voit. Et il arrive à trouver des choses. Voilà. Alors, est-ce que c'est ça aussi, se confronter avec le vertige du monde? Oui, moi, j'ai trouvé ça assez vertigineux de dire de cette exploration-là à travers l'espace numérique. Il voit des choses quand même. Il voit des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, qui sont certainement ni de la réalité ni de la fiction, mais que c'est un autre espace. Et je trouvais que c'était assez parce que voilà, Adam Tobias veut qu'on lui apporte des images ou des impressions ou des choses qu'on ne voit pas normalement. Donc là, il y a un truc quand on voit ce qu'il fait, ce voyage-là qu'il entreprend sur Internet, je trouve qu'il se passe quelque chose, quoi. Et c'est assez beau et poétique, et aussi assez troublant et effrayant par ailleurs. Hein. Donc voilà, ça me semblait faire partie de cette machinerie poétique du réseau Télémac. Pourquoi le réseau? Alors, pourquoi Télémac? Donc ce réseau, vous l'avez lu le livre, donc il s'appelle le réseau Télémac. Pourquoi Télémac? C'était une intuition du personnage, et parce que voilà, les aventures de Télémac, et il y a un côté aventureux. Alors c'est pas bien expliqué, c'est un peu à chacun de voir, mais est-ce que ces gens veulent est-ce que comme Télémac, ils veulent, comme le père de Télémac, ils veulent rentrer chez eux? Est-ce qu'ils cherchent un nouvel espace? Enfin, tout est ouvert, mais il y a un côté Télémac, il y a un côté aventureux, un côté exploration qui lui plaît. Et alors, Adam Tobias, alors venons-en à ce personnage-là, parce que je serais curieux de savoir d'où il est né. Est-ce que vous l'avez sorti ex nihilo? Est-ce que c'est un assemblage de plusieurs figures qui existent ou qui Ouais, mais il est plutôt effectivement une somme de différentes personnes. Il fallait réunir dans une personne un peu une sorte de grande figure de la lutte environnementale qui serait passée par toutes les étapes depuis les années 70. Donc aucune personne ne réunit toutes ces facettes, c'est-à-dire à la fois avoir été aux États-Unis et en 94 quand il y a une grande tentative menée par Al Gore qui finalement n'est pas menée à son terme, et ensuite. Donc voilà, c'est un assemblage. Après, j'emprunte des idées aux uns aux autres. Enfin, c'est souvent des couches comme ça, les personnages. Oui. Dans l'invention des corps, il y avait des personnages qui étaient très précisément inspirés de gens très précis. Là, pas vraiment. C'est plutôt un assemblage. Ouais. Voilà, mais il est censé être la figure tutélaire, un peu l'ombre qui règne sur le livre. On le voit pas. Il fallait qu'il soit aussi un peu, je sais pas comment dire, fantomatique, et puis qu'on connaisse pas vraiment ses intuitions. Donc mystérieux, oui. Il y a au début, ça pourrait être, disons, une sorte de Bruno Latour contemporain, une sorte de figure comme ça, intellectuelle, qui pense. Et puis très très vite, ça pourrait être James Bond. Ça, je veux dire, oui. C'est plus vraiment on se détache du réel. Mais alors, c'est quand même une figure d'intellectuel. Mais c'est aussi un mec un écrivain qui a écrit des romans. Et ça, j'ai l'impression que c'est pas anodin. Vous auriez pu passer complètement sur le fait qu'il a écrit 5 romans, mais j'ai l'impression que ça a une place, ça, qu'il est aussi commis de la fiction. Oui, parce que en fait, ça s'explique aussi plus tard, c'est qu'il a du coup mené une vie à la John le Carré, un peu, c'est ça la référence. C'est que, la figure, on l'apprend à la moitié du livre, il a été, désolé pour le spoiler pour ceux qui l'ont lu, mais il a été sollicité par les services secrets anglais, et donc il a comme parfaite couverture aussi ce statut du romancier qui était John le Carré, il a passé son existence à avoir les deux casquettes en fait. Et donc voilà, donc du coup il part dans tous ces pays où il est envoyé, et où il a à chaque fois des casquettes différentes de géologue ou autre.
Mais il y a ces romans qui lui font la parfaite couverture. Donc c'est pour ça. Ouais. Ah oui, c'est cool. Parce que moi je me disais que du coup on pouvait considérer que le romancier aussi, la tâche du romancier c'était de rendre compte du réel et c'était de mettre en scène le réel. Donc il y avait comme une sorte de mise en abîme aussi. Oui, ça fonctionne aussi comme ça effectivement. Oui. C'est en abîme effectivement ce qu'il essaie de se faire dans le livre. Parce qu'il est porteur c'est vraiment le personnage qui centralise toute l'idée, une des idées qui sous-tend le roman, qui est celle de l'utopie. Il va mettre en action ces idées utopiques autour des questions du changement climatique qui sont plus vastes, hein, puisqu'il faut reformater le monde. Ça, on y viendra un petit peu plus tard. Parce qu'il y a avant, pour en finir un peu avec les personnages du groupe Télémac, il y a il y a 3 personnages principaux du groupe Télémac. Donc, Nathan, dont on a parlé, qui est un scientifique qui va travailler sur la plante qui réalise la photosynthèse. C'est un personnage, on va y revenir un petit peu plus tard parce que j'avais une question précise sur lui. Mia, qui est une anthropologue un peu aventurière, et June, qui est aussi une jeune femme un peu paumée, en en recherche de repères, et qui s'amuse à se balader dans le monde entier. Et donc c'est sur cette figure-là de voyageuse, parce qu'il y a des choses, je trouve, très intéressantes sur la façon dont on voyage. Alors on pourrait presque maintenant commencer à dire dont on voyageait, parce que bon, en ce moment, l'idée du voyage a quand même un peu changé. Mais vous écrivez à propos d'elle, elle comprend lentement que le voyage est un exercice de dépouillement, une mise à l'épreuve, l'exact contraire de l'agrément que l'on vend dans les suppléments des magazines et des compagnies low cost. C'est aller loin au bout et voir qu'il n'y a rien. Étonnamment, elle se sent prête à vivre ça. Et juste un peu avant, elle se découvre une montagne de défis, voyager seul, voyager durable. Non, c'était pas là. Pourquoi je ne l'ai pas noté? Merde, c'est pas ça. Ça va aussi. Hein. Oui. Ah non, c'était page 52. Voilà, je l'ai noté après. Pardon. On va le préparer tout ça. L'appartenance, l'effacement, l'absence, le déplacement. Elle veut voyager 21e. Elle voudrait trouver une manière d'être au monde qui ne soit ni prédatrice, ni autoritaire, ni arrogante. Se fondre dedans, être partout, nulle part. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire de cette idée du voyage comme ça aujourd'hui, qui est à l'œuvre chez ce personnage-là? Très précisément ça, je pourrais prendre mot pour mot ce qu'elle dit. C'est le personnage peut-être dont je me sens le plus proche dans ses contradictions et dans ces problèmes-là. En fait, d'ailleurs, sans vraiment me le formuler, mais c'est ce qui s'est passé, c'est qu'elle a 22 ans quand elle part, et elle part exactement là où je suis parti à 20 ans. Donc j'ai repris mes carnets et mes notes de l'époque. Et le voyage qu'elle fait en Argentine et au Chili, c'est le voyage que j'ai fait à ce moment-là. Alors du coup, c'est pas du tout les mêmes problématiques qu'à l'époque. Il n'y a pas donc 150 000 ans qui sont passés non plus, mais malgré tout, maintenant, voyager, effectivement, voyager pour elle, c'est d'autres complications. L'année dernière, c'était un bel exemple, d'où aussi le petit livre. Voilà. Qui traite de ça beaucoup. Partir léger. On est parti du coup de septembre à avril, quoi, du Népal au Japon, et surgissent plein d'interrogations par rapport à notre façon encore une fois d'habiter le monde, de nous déplacer, d'essayer de ne pas détruire, d'essayer en même temps d'avoir soif et avoir envie. De monde, quoi. Là, j'entends beaucoup ces derniers temps, avec bien sûr le Covid qui n'a fait qu'accélérer ça, mais dire voilà, de toute façon, on va devoir renoncer au monde, en gros, renoncer à non seulement nous déplacer, mais aller le voir. Et certains me disent c'est pas plus mal. Sur Internet, on voit bien les tableaux aussi, on peut se déplacer sur les musées, tout ça. Moi, évidemment, j'essaye de résister à cette idée. Je crois que c'est pas vrai. Je crois que rien ne remplace l'approche sensuelle, physique du monde. Ça passe par les musées ou les voyages, c'est pareil. Donc cette année-là de voyage, et puis la transcription dans le roman qui est à travers June, c'est une tentative
de résister à ça, quoi. Donc, je pense qu'il y a... Après, on a eu ce débat au cours de l'année et on l'aura encore, mais je pense qu'il y a différentes manières de faire. Il y a 1000 manières de voyager sans nécessairement détruire. C'est pas simple. Mais parce qu'on vient d'une longue histoire. Elle en parle aussi du colon, ensuite de l'explorateur, de l'aventurier. C'est toutes des figures, ensuite même du poète voyageur. C'est toutes des figures qui, malgré tout, d'une manière ou d'une autre, dominent, regardent avec aplomb, avec surplomb. Il y a toujours une manière soit de dominer, soit d'exploiter. Donc il y a plein de choses à démonter là-dedans. Ouais. Et elle se rencontre au début, elle est partie pour tout envoyer balader, elle se rase les cheveux, elle a 22 ans, elle part. Ensuite, elle se découvre effectivement une montagne de défis. Elle continue, elle y va, jusqu'à aller... Ce qu'elle veut, c'est aller trop loin, en fait, inconsciemment. Et c'est ce qui finalement arrive quand elle arrive, elle se trouve dans la jungle en Birmanie, et c'est ce qu'elle dit aussi au début, elle l'anticipe. En fait, l'aventure, le risque, le monde est un risque et c'est encore possible, en fait. Mais évidemment, c'est à double tranchant. Mais en tout cas, elle veut aller très loin et elle va aller très loin. C'est un personnage aussi qui, j'arrive pas à retrouver le passage, mais qui illustre le choc des générations aussi, parce qu'elle est, là aussi c'est vachement subtil ce que vous avancez, c'est qu'elle n'est pas en révolte contre la génération antérieure. Oui, mais même si elle est en révolte, mais pas de la même façon que la génération de 68 a été en révolte avec celle d'avant. J'ai l'impression qu'il y a un écart qui est beaucoup plus grand, à nouveau. Au travers de cette jeune femme, que par exemple pour des gens de ma génération, des quadras où l'écart entre la génération de nos parents est moins grand que celui de nos enfants actuellement. Ouais, mais elle est en colère. Elle est en colère, quoi, parce qu'évidemment, on lui laisse un monde quand même en miettes et avec le double effet qui est de dire non seulement on te le laisse, il est en miettes, non seulement ça va être à toi de le sauver parce que nous, c'est grossièrement dit, hein, mais c'est ce qu'elle comprend. Nous, nous on est sur la fin de notre vie, ce sera à toi de le faire. Mais en plus, fais-le joyeusement, quoi. Fais pas la gueule, hein. Fais pas non plus la gueule. Nous, à 22 ans, on savait s'amuser. C'est pas comme toi. Et ça, c'est quasiment le pire lait qu'on peut laisser à quelqu'un, quoi. Donc c'est les mots, sauver, responsabilité, etc. Mais ensuite, en même temps, il y aura, je pense que dans quelques années, un truc intéressant à faire, c'est de prendre depuis donc ça fait 2 ans maintenant qu'est apparue Greta Thunberg sur la place publique, et ce serait très bien de concasser toutes les tombereaux d'insultes que cette fille a accueillis, avec tous ces trucs, tout ce thème aussi de ça, de fais pas la gueule, quoi. Tu pourrais quand même sourire à ton âge, tout ça. Ce qui me semble tout à fait horrible, quoi. Parce que si elle est en colère, c'est quand même pour quelque chose de très précis qui est vous saviez, vous n'avez pas fait, et voilà, et maintenant nous on va faire. Et donc par ailleurs, je les trouve, tout ce mouvement et tous ces jeunes dont June fait partie, hyper admirable du coup de cette manière qu'ils ont de s'attaquer à la politique, au monde, hyper directe, radicale, audacieuse, innovante, avec des formes rhizomiques aussi de travailler cet espace-là, hyper, moi je trouve ça passionnant. Mais donc il y a un mélange de plein de sentiments en eux, quoi, qu'on explore à travers elles. Et en plus, vous dites, ils ont un avantage, c'est qu'ils ont le temps avec eux. Parce qu'ils sont jeunes. Ouais, mais contre eux aussi, parce qu'il leur reste... ils savent aussi qu'il reste très peu de temps. Ouais. Donc, c'est quand même terrible à 20 ans de passer directement d'une innocence qui a duré, je sais pas combien de temps pour eux, et tout de suite à la fin de l'innocence, quoi. Il y a une sortie tout de suite du monde de l'innocence qui est hyper rude, quoi. Donc oui, ils ont le temps pour eux, mais plutôt aussi il y a une horloge qui va très vite. Donc voilà, ils se débattent entre tout ça. C'est pas simple, mais il y a cet élan quand même. Oui, parce que
dans le livre, on est au-delà de cette idée de se dire si finalement l'utopie elle est positive ou sinon c'est un constat d'échec. Je pense que le fait que vous n'avanciez pas de réponse, ça nous laisse, nous lecteurs, une totale liberté d'avancer avec tout ça et de prendre finalement un parti qui est celui qui peut être différent. C'est un livre où on peut avoir un débat dessus avec deux visions très différentes, radicalement différentes, une positive et une négative. Ah ouais, du coup, ça m'intéresse pas mal la réaction effectivement des lecteurs, où effectivement plein de gens me disent oui, c'est très noir, c'est très désespéré, et les autres me diraient exactement le contraire, c'est plein d'élan. Donc en fait, c'est effectivement par rapport, comme d'habitude, par rapport à là où on en est, là où on en est, et qu'on prend ça ou ça. Mais moi, je voulais que ce soit justement ouvert à ces interprétations-là. Mais je vois bien qu'on est, en fait, on est tous partagés entre parfois on se lève et on dit mais c'est catastrophique quand même l'état de la planète, et le lendemain on se lève d'une autre manière, et on a donc eux ils se débattent entre tout ça, et la dernière partie qui pourrait être plus crépusculaire à certains égards, moi je la considère aussi comme une sorte de rite de passage. Il faut passer par une sorte de moment de vérité où il faut qu'on reconnaisse que comme système, bon, pas comme espèce, parce que ce serait, mais si c'est possible aussi, on peut l'élargir. On peut dire, voilà, il y a un échec quand même à un certain niveau. Et il faut le reconnaître pour pouvoir aussi passer à l'action, quoi. Et ça aussi, c'est intéressant de dire, on veut pas regarder de front parfois les choses, parce que la lucidité est trop dure enfin, avec ce sujet-là, du changement de la crise climatique. Les gens préfèrent regarder à côté parfois, aimer les personnages aussi, et moi aussi, le premier. Parce que l'impuissance collective, en fait, est telle et qu'on voit que ça avance pas assez vite, qu'on préfère détourner le regard. Non, en fait, il faut regarder de front, c'est ce qu'il faut en tout cas. C'est dur, et ensuite, on passe à l'action. Alors, j'ai trouvé, parce que ce que j'expliquais à Pierre, c'est que quand j'ai lu la première fois le livre, c'était pendant l'été, et cet été, j'ai aussi beaucoup regardé les cours au Collège de France de Philippe Descola. C'est un anthropologue, allez-y, c'est vraiment c'est extraordinaire. Et il a publié un livre d'entretien et que je lisais en même temps que. Et alors, vraiment, c'était très conjoint. Ça a été comme un éclair. J'ai trouvé ces quelques phrases de Philippe Descola qui revient sur son parcours universitaire, etc. Et il écrit encore à l'heure actuelle. Nous n'en sommes qu'au balbutiement d'un renouveau de la pensée politique qui ne serait dépendant ni du léninisme, ni de la pensée libérale. Deux branches en apparente opposées de la philosophie des Lumières, mais qui reposent au fond sur les mêmes prémices anthropocentriques. Les luttes indigènes contemporaines, autant contre les grands projets d'aménagement que contre les politiques prédatrices des multinationales, indiquent une troisième voie suggestive en ce qu'elle renoue les liens longtemps distendus entre humains et non-humains quant aux formes de souveraineté qu'ils exercent chacun sur eux-mêmes. Vous voulez la relire ? Ouais, j'ai décroché, ouais. Pardon, je la relis. Non, ouais, bah, relisez-la. Je vous la relis aussi, ou vous l'avez, vous, c'est bon, vous l'avez ? Vous êtes plus concentré que moi. Oui. Alors, je commente en fait. Oui, c'est ce que oui. Non, mais c'est la question d'anthropocentrisme qui, je trouve, qui est. Non, c'est le fait aussi que la troisième voie ne peut pas être, ne peut pas dériver ou du léninisme ou de l'ultracapitalisme. C'est-à-dire qu'il faut une troisième voie. Voilà, on a l'envers et le revers d'une même pièce, et la troisième voie, il faut qu'elle soit de toute façon. Et parce que j'ai l'impression quand même que c'est vraiment ce que met à l'œuvre Adam, ce qu'initie Adam, mais aussi ce que c'est tous les jeunes. Du groupe Télémac sont en train de mettre en œuvre. Oui, c'est vraiment le grand défi du siècle, c'est ça. C'est sortir de l'anthropocentrisme, comme dit Descola. C'est ce à quoi il a consacré toute son œuvre et sa carrière, et c'est le mouvement de pensée qui va maintenant nous accompagner. Ça s'incarne par exemple dans les villes. Pour prendre un exemple, comment réinventer nos villes. Là, en plus, cette année précisément a été
a été aussi, va être un accélérateur. Par exemple, c'est pour prendre un exemple précis, hein, mais les villes, il faut évidemment les remêler au tissu du vivant. Enfin, je veux dire, c'est tout le monde, tous les architectes et les urbanistes le savent, mais c'est un bon exemple de comment se représenter notre défi, comment arriver à renouer cet accord qui a été distendu. J'ai passé cette semaine-là à essayer d'imaginer qu'est-ce que ça pouvait être une ville du futur. C'est pour le 1, le magazine la semaine prochaine. Et donc, j'imaginais des espèces de... Il y a plein d'architectes qui travaillent là-dessus. Comment une ville pourrait se déployer sous l'eau, par exemple, être mobile et se déployer en spirale sous l'eau. Comment retrouver une manière de se lier à la jungle, à l'espace de la forêt, comment aller sous la terre, dans les airs, etc. Il y a plein de choses à imaginer. Comment être plus mobile aussi, comment retrouver réinventer un nomadisme aussi. Comment... C'est des questions qui vont assez vite se poser. Et par rapport, on voit bien, par rapport à ce qu'on appelle, on ne sait même pas comment l'appeler, la nature, les mondes sauvages, les milieux naturels, même les termes aussi sont à réinventer. Mais on voit bien qu'on est toujours entre l'exploitation, la préservation, et là encore, c'est la troisième voie, quoi. Ni l'un ni l'autre ne vont. Donc là, il y a quelqu'un qui travaille ça, qui nous est cher, c'est Baptiste Morisot, par exemple, dans cette idée de... non pas de l'ensauvagement à la Darmanin, mais exactement le contraire, c'est-à-dire comment se réensauvager, comment aller dans le bush, comme il dit. Voilà, donc là, il y a Descola, il y a Morisot qui est son élève, il y a Bruno Latour, il y a plein de gens comme ça qui cherchent des voies, qui travaillent. Et quand même, ce qu'on observe, c'est que dans les 5-10 dernières années, il y a un vrai mouvement très très large des populations entières vers ça. Donc on y va trop lentement, mais c'est de toute façon l'affaire du siècle. Oui. C'est pour ça que Mia est anthropologue dans le livre aussi. C'est pour parce que je pense qu'il y a quand même vous avez été attentif à ce que il y ait des fonctions précises des personnages. Oui, bien sûr. Oui. Elle aussi, elle par exemple, elle incarne aussi cette idée, je trouve assez brillante de l'écoféminisme, qui est de dire le processus qui nous a conduit à exploiter, à dominer les milieux naturels et par ailleurs exploiter, dominer plus de la moitié ou la moitié de l'espèce humaine, non à savoir les femmes, sont les mêmes processus à l'œuvre. Et de là naît un courant qui s'appelle l'écoféminisme, mais qui rejoint tout ce qui se passe au niveau de la convergence des luttes politiques. C'est-à-dire que voilà, c'est des processus à l'œuvre de domination, de pression, et qui se recoupent et contre lesquels il faut lutter. Ce qui est exaltant aussi, c'est que du coup, ça permet de voir quels sont les camps, qu'est-ce qui est à l'œuvre, quelle est la guerre. Je sais, nous, on a grandi, enfin, je crois, tu me diras, Stéphane, mais on cherchait j'ai l'impression qu'on cherchait un champ, un camp, une autre... comment dire, quel était exactement le combat. On voyait bien qu'il y avait un combat, on pouvait l'identifier. Mais là, j'ai l'impression que c'est encore plus clair. C'est-à-dire que, voilà, c'est ça s'incarne là-dedans, ça se concentre aussi, les forces. Et les contre-modèles aussi sont de plus en plus forts et de plus en plus aiguisés et intéressants. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a 10-15 ans. Et donc tout ça, je trouve ça assez passionnant et plutôt de bonne augure. Et les différents mouvements qu'il y a eu ces dernières années, à différents niveaux, environnementaux, féministes, de minorités, je ne sais pas comment les appeler, etc. Il y en a plein comme ça. Ça converge, ça fait florès très vite sur l'ensemble du territoire, ça fait masse, et voilà, donc il y a quand même des choses réjouissantes. Oui, mais on a l'impression aussi, enfin, ça c'est ma vision, mais je pense que le livre est vraiment pris dans cet élan vital et aller voir aussi les choses positives qui sont... Alors, ça, on a parlé beaucoup du coup de la première partie et du groupe Télémac. Alors, le deuxième mouvement du livre s'ouvre avec ce chapitre que je trouve extraordinaire. Vraiment, c'est 30 pages qui nous racontent
comment la société capitaliste au XIXe siècle s'est accommodée à fabriquer du pétrole et à finalement agencer le monde moderne autour de cette idée du pétrole. Racontez-nous un petit peu ce chapitre-là, je trouve. J'avais noté, voilà, vous écrivez, la rencontre du capitalisme et du pétrole est explosive. Vous dites qu'en fait, le pétrole, on a trouvé du pétrole et on s'est débrouillé pour que notre société tourne entièrement autour de ça. Ouais, bah c'est un truc incroyable. C'est comme souvent, il y a un truc qui arrive en premier et il y a un système qui arrive et il y a un outil qui vient le compléter, ou l'inverse. Ça marche pour le pétrole et la voiture, par exemple. Ça marche pour le pétrole et le capitalisme. Qui arrive premier? Le capitalisme, mais parce qu'au début, il trouve le charbon, mais ensuite arrive son fluide, enfin son cavalier parfait. Enfin, c'est la rencontre des deux liquides. Et effectivement, qui est une grande histoire d'amour qui dure encore malheureusement. Et ben, l'idée, c'était pas de faire un cours là-dessus, je serais bien capable de le faire, mais c'était de dire à un moment précis de l'histoire, c'est le fluide du pétrole qui va continuer mon histoire. Pourquoi? Parce que je fais l'hypothèse que c'est là que cette histoire vraiment commence, c'est celle-là et la nôtre. Et ensuite parce que c'est du coup ce fluide qui va ensuite emporter tous les personnages. On repart de sa naissance sous la terre, et ensuite on arrive en Birmanie, et là c'est vraiment à travers le duc, c'est ce fluide du pétrole qui emporte tous les différents personnages. Donc je trouvais ça bien intéressant de dire, voilà, on est là, hop, mais regardez d'où ça vient et ce que ça fait et comment ça emporte tout le monde et le monde entier. Ouais, la découverte du pétrole, en fait, on le connaissait depuis longtemps, évidemment. On en avait fait déjà 1000 usages, mais là, il y a le grand, voilà, on a trouvé enfin son grand usage, et on sait enfin non seulement comment aller le chercher plus bas, le faire jaillir partout, et en plus, il est parfait, et arrivent des figures assez fascinantes et détestables, comme Rockefeller, comme Gulbenkian. Il y en a plein, ils sont tous aussi malfaisants et adroits et cupides les uns que les autres. Et donc j'aimais bien, voilà, les décrire rapidement, mais voir comment, en fait, c'est ces gens-là qui font l'histoire, quoi. Et si on prend ces 150 ans, c'est à peu près 150 ans, et ben c'est là que tout se joue, hein, quand même. C'est là qu'il y a cette grande accélération, c'est là qu'il y a le pic de CO2 fait comme ça. Alors on peut dater l'Anthropocène si on veut, un peu avant si on veut, mais en gros c'est quand même là que ça dérape complètement. Donc c'est quand même cette apparition et cette découverte de ce grand fluide-là qui nous emporte trop loin. Alors après on peut dire que le verre était dans le fruit, ça peu importe, mais peu importe, non. Mais voilà, je voulais faire vite un travelling rapide sur cette folie. Ouais. Mais comment vous le construisez, ce chapitre? Parce que en même temps, c'est vrai qu'il n'est pas, c'est pas un chapitre théorique. Il est vraiment incarné par Rockefeller, par Gulbenkian. C'est un chapitre vraiment très jouissif à lire. Il y a quand même cette notion de course, c'est-à-dire que vous donnez un sens à l'histoire aussi. Qui est orienté évidemment puisqu'on est dans l'espace du livre et que vous le faites par le prisme du. Mais c'est vraiment formidable comme. Ça a été un plaisir à écrire ce chapitre ou vous a été dur? Si, je me suis bien amusé. Après, pareil, j'ai beaucoup retravaillé pour que ce soit le plus fluide possible, et puis qu'il reste que l'os, quoi, et aucune graisse, quoi. Mais ouais, ça m'a demandé beaucoup de travail pour arriver à ces 20 pages là. Et surtout que ce soit, j'enlevais parce que je voulais surtout pas effectivement que ce soit, que ça semble une digression, genre je vous expliquais Non, c'est vraiment l'histoire du livre, mais c'est un détour pour arriver à, et donc le construire comme un récit. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est que l'histoire du capitalisme, mais d'une manière comme si c'était un film qu'on regarde. Je sais ce que ça me rappelle en fait. C'est la même façon de faire qu'Éric Vuillard. C'est possible. Oui, ouais. Comme ça, et puis cette façon de se mettre aussi à hauteur d'homme. C'est-à-dire que parce que le Rockefeller et Gulbenkian, bon, qui illustrent exactement aussi ce passage, cette modernité, qui sont des types qui font une fortune incroyable, mais eux, ils ne réalisent rien, ils n'inventent rien, ils ne font rien de leurs mains, ils ne transforment. Enfin, c'est du.
on passe aussi à une richesse de papier, quoi. Une richesse, pas théorique, parce que l'argent, il est là, mais dire ça ne représente plus... Il y a une déconnexion du réel aussi chez ces mecs-là. Ah ben complètement, ouais. Et Rockefeller, c'est sans doute l'homme le plus riche qui a jamais existé sur Terre et qui n'a produit aucune richesse, quoi. Mais zéro richesse. C'est-à-dire qu'il a juste usé de tout son génie de la manigance et de l'esbrouf pour à chaque fois faire, inventer déjà le capitalisme vertical, horizontal, faire des monopoles à tous les endroits, etc. Mais il est arrivé avec $0 et il n'a jamais produit de pétrole. Mais il a toujours acquis, etc. Et avec la plus extrême violence, à côté de laquelle Trump semble enfin, peut-être pas. Mais c'est en tout cas. En tout cas, c'est son digne héritier. Et voilà, l'idée c'est ça, c'est de raconter cette histoire-là, mais comme un roman, quoi, à hauteur d'homme, effectivement. Oui, c'est ça. Ça peut être effectivement. Ouais, parce qu'en fait, l'histoire, c'est quand même le roman le plus dingue, quoi. Donc là, on raconte ça, et ça semble totalement délire. Enfin, c'est pas possible d'avoir été aussi. Si. Oui, je crois que Gulbenkian est quand même le cas le plus édifiant. Enfin, non, mais. Oui, tout à fait, ouais. Ce type qui est un intermédiaire, en fait, entre les grandes puissances occidentales. On est en 28, c'est ça? Ouais, c'est monsieur 5%, ouais. Donc lui, il assoit tout le monde à la table, là. On est dans une roulotte en Belgique. Enfin, non, c'est plutôt un hôtel. Et il a la carte de l'ancienne Mésopotamie. Il trace un grand cercle, là, enfin, avec un stylo rouge. Bam, bam, bam. Bon, voilà, c'est le gâteau, on se le partage. Et chaque puissance sur ce territoire, si elle doit en rapporter aux autres, si elle doit faire quelque chose, et tout le monde est d'accord, on lève la main, bam, et c'est fini. Et le monde est plié, quoi. Enfin, c'est plié. Et il lui ramasse 5% sur tout. 5% sur tout. Oui. Que vous voulez. Donc autant en rire, quoi. Alors, c'est là aussi que le roman prend pas une autre direction, mais un rythme différent, et que à cette utopie sur la planète, sur les questions climatiques, vient s'accoler une utopie beaucoup plus politique, ou une contre-utopie beaucoup plus politique, avec ce moment où les flux de pétrole arrêtent d'aller vers l'ouest et vont vers l'est. Et ce moment où la Chine prend l'importance, prend la première place en définitive et inverse les flux de pétrole. J'ai l'impression que le roman aussi à ce moment-là bifurque en même temps vers un côté beaucoup plus aventureux, parce qu'on arrive là dans la partie vraiment pure de roman d'aventure, avec les histoires de June en Birmanie, puisque Adam l'a envoyé en Birmanie pour essayer de trouver un pipeline qui va d'Arabie Saoudite d'Arabie Saoudite jusqu'en Chine. Il existe, ce pipeline. Ouais. J'imagine, oui. Ouais. C'est vraiment tout est parti quasiment de là, quand j'ai découvert que on allait faire traverser un pipeline toute la Birmanie pour relier directement l'Arabie Saoudite et la Chine. Et j'ai trouvé ça fascinant. Et il se trouve que je suis arrivé en Birmanie le jour où arrivait aussi le président chinois pour reparler de ces accords-là. Et maintenant, il est achevé et tout cool dedans. Donc voilà, oui, elle va être prise. L'idée, c'était de suivre vraiment, comme je disais, ce flux-là. Et donc de suivre le trajet précisément en Birmanie et jusqu'en Chine, et que ça recoupe le trajet des personnages. C'était ça la grande difficulté du chapitre, c'était que les personnages soient pris à différents moments de ce parcours du pétrole, et qu'on les reprenne, enfin les quatre principaux, tous, quoi. Donc June, Arthur, Mia et Nathan, qui finalement lui ferme la boucle du pétrole, puisqu'il est sous l'eau en train d'observer les coraux blanchis par le CO2, et donc c'est visuellement c'est la fin du cycle. C'est le pétrole, après avoir fait tout le tour, retombe dans l'eau, même s'il retombe pas vraiment dans l'eau, mais disons sa conséquence, et revient de là où il est venu, mais lesté de 1000 morts, quoi, de tout un passage
destruction, et il revient au sol, et là, il n'est plus rien, il n'est plus que poussière inutilisable, et voilà. Donc c'est de faire ce cycle-là pour voir que c'est un cycle qui mène à rien. Alors, c'est très bien que vous l'abordiez comme ça, parce que moi, je me posais cette question de l'épiphanie de Nathan, et je ne savais pas très bien quoi en penser. Enfin, comment elle s'articulait avec le reste. Pour résumer, Nathan, donc, c'est celui qui cherche la plante qui réalise 100% de photosynthèse. Il la trouve, ça c'est une chose. Mais il a un problème, depuis le début, il a un problème à l'œil, une angoisse sourde. Et quand il fait de la plongée, effectivement, il est à 50 mètres, et il a une espèce comme ça de révélation. Alors, alors attendez, je vais retrouver là, ce que vous dites. Si vous avez des questions, d'ailleurs, interrompez-moi, hein, parce que je parle beaucoup là. Ouais, non, on va y arriver. Attendez. J'ai perdu ma page. Là. Je la retrouve. Je ne le retrouve pas. C'est là. Hein, ouais, mais je ne l'ai pas. Ah, sinon, je vais te le trouver. Tiens, vas-y. Les milliers de coraux qui peuplaient ces mers ont été rongés vifs par le dioxyde de carbone et de leur squelette iridescent qui a longtemps flotté jaune jupitérien et bleu limande au courant du sud. Il ne reste plus rien. Ce sont désormais des enveloppes vides, squelettes blanchis à la chaux qui n'ondulent plus, raidis dans leur forme. Les particules de dioxyde de carbone tombées du ciel sont arrivées jusque-là. Les coraux râpent les mains de Nathan au passage qui saignent. Après leur émission dans l'air, leur élévation, leur concentration, bon là ça reprend ce que je viens de dire, donc c'est un peu du coup. Leur concentration dans la couche d'ozone, le réchauffement subséquent, les particules de CO2 sont lentement retombées. Elles ont atteint toutes les mers du monde et les voilà qui chutent vers les ténèbres à quelques kilomètres de la surface, là où d'autres particules, issues des animaux morts, avaient commencé à s'accumuler il y a plus d'1 milliard d'années. Cette pâte, née de la décomposition, avait donné naissance au pétrole et aujourd'hui, tout au bout du cycle, après tous ces kilomètres et toutes ces années, après avoir offert l'énergie pure, l'essence, la lumière, après avoir ravagé l'air, les écosystèmes, les coraux, c'est une mort chargée de 1000 morts supplémentaires qui revient se déposer ici, au plancher des mers, là où tout avait commencé. Une mort devenue inexploitable, qui ne donnera plus que des cendres, du rien. L'or noir était un leurre. Donc il y a une révélation qui s'opère chez Nathan à ce moment-là, et il va découvrir ce qui est peut-être à l'œuvre aussi, encore une autre vision de l'utopie dans le roman, qui est celle de lui est révélé le sens de la marche du monde, qui est celui que effectivement le monde est en perpétuel mouvement. Il y a des très belles pages à la fin sur ça, sur le mouvement. J'aimerais bien qu'il y ait une sorte d'évidence en fait pour un scientifique comme lui, que tout est en mouvement toujours, depuis les cellules jusqu'aux planètes. Mais tout d'un coup, en fait, ça s'incarne vraiment pour lui. C'est ça, c'est pour ça que c'est une épiphanie quand il est dans l'eau. En fait, c'est parce qu'il est en train d'avoir un arrêt cardiaque aussi, par ailleurs. Et donc, tout s'accélère dans son corps et que tout se concentre et que ça va exploser. Mais il a l'impression de sentir ce mouvement, que ça s'incarne tout d'un coup, que lui, au milieu de tout cet ensemble-là, il le sent ce mouvement et il voit aussi qu'il s'en est séparé en tant qu'espèce, qu'il a voulu se séparer de ce mouvement. C'est un peu ça le sens de la société humaine aussi, c'est-à-dire, voilà, on va se séparer de ce qui fait éphémère, passage, mort, vie. Nous, on est éternel en quelque sorte. Hein. Les sociétés humaines, évidemment, elles ne le sont pas, mais elles se considèrent comme hors sol, un peu hors monde, et voilà, et on est stable, et on est sur un stop stable. Et donc, il considère que c'est là qu'a été la faute, en fait, de se séparer de ce grand continuum. Et donc, quand effectivement, il va avoir cette révélation-là, il va l'écrire ensuite plus tard. Et c'est un peu aussi une image, comment dire, oui, c'est la vision d'un monde comme mouvement constant, comme une sorte de, c'est peut-être une vision un peu panthéiste, un peu, mais en même temps hyper matérialiste aussi, de dire tout bouge tout le temps, constamment, et on ne peut pas
Et on ne doit pas se séparer en tant qu'espèce, comme si on était une espèce à part, comme si on n'était pas dans ce même ensemble-là. Enfin, c'est vraiment ça fait partie du tout, de cette vision anthropocentrée qui est la cause de ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, il pense avoir trouvé la solution, quoi. Et ça, alors, vous l'écrivez, j'arrive pas à retrouver le passage. C'est des portions écrites en italique, intercalées avec la narration. Et est-ce que c'est pas le début d'un texte plus théorique, ou quelque chose, parce que bon, on sent bien qu'il y a quelque chose qui arrive à la fin du roman, qui est à l'œuvre de. Vous n'avez pas la tentation d'aller plus loin dans ce. Non, parce que moi je me sens bien là-dedans, dans cet espace où je peux faire, où je peux éventuellement réfléchir à des choses, mais tout en avançant. Je ne crois pas que ce serait intéressant, parce que comme essai, parce que il faut faire marcher toute une autre machine dont je ne suis pas capable. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça va nourrir la machine narrative. Par contre, ça, j'aimerais bien le faire. Mais non, plus je lis des gens qui vraiment pensent, des philosophes ou autres, plus je vois bien que c'est pas... Enfin, ça me passionne, mais voilà. Moi, là, c'est un bon exemple, effectivement, puisque c'est comment cette idée-là du mouvement infuse tout le livre, en fait, et lui donne aussi sa forme. Enfin, c'est quand même... Ces 2 pages-là sont censées aussi faire écho à la tentative du roman en tant que tel. Comme il y avait un peu la même chose dans l'Invention des corps. Il y avait un dialogue de Werner avec un journaliste, et il parlait effectivement du rhizome, il parlait de l'art par rapport à... C'est un écho, en fait, une mise en abîme de ce que péniblement j'essaye de faire. Non, mais c'est ça. Quand je dis que les particules ne cessent de se mouvoir, la plante est au monde, etc. C'est bon, voilà, ça c'est un petit, peu importe, c'est un clin d'œil, mais en tout cas c'est ce qui sous-tend c'est ce qui sous-tend le livre. Donc c'est bien aussi à un moment donné de l'intégrer toujours dans l'action. Voilà. Allez, vous avez des questions pour Pierre? Moi, je regrette d'avoir lu le livre avant de vous avoir entendu maintenant. C'était beaucoup mieux maintenant que le livre, non? C'est ça, ouais. Non, c'est pas ça. C'est que les éclairages que vous apportez complètent ou me permettent d'affiner ce que moi-même j'ai compris. Mais est-ce que c'est pas mieux dans ce sens-là? Comme ça, on lit, après on est... Oui, mais il y a des trucs, moi je suis pas du tout scientifique, etc. Moi non Il y a plus. des choses que vous racontez ici qui sont pour moi un peu comme une révélation. Après, comme vous, j'ai adoré le passage sur l'histoire du pétrole, parce que c'est tellement resserré qu'on en prend plein la figure, hein, ça jaillit de partout. J'avais l'année dernière, pour la première fois, vous êtes venu ici, donc j'ai lu l'Invention des corps. Oh, éblouissement absolu. Alors, j'ai commencé ce livre avec exactement le même sentiment, comme une petite fille super excitée qui va découvrir des trucs extraordinaires. Je me suis sentie parfois très perdue. Mm-hmm. J'ai eu des grands moments d'enthousiasme. Je me suis dit, ils sont merveilleux ces personnages, et l'idée du fond quand même, de rassembler tous ces gens avec des profils pas vraiment les mêmes. Et je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'ils sont tous jeunes. Non, ils ne sont pas tous jeunes. C'est pas vrai. Donc, pour moi, je ne l'ai pas senti comme ça. Hein. Donc, j'aimais bien cette disparité de profils, un peu tordus des fois, pas toujours bien nets, en dehors de Adam. Alors là, quasiment inatteignable, j'ai trouvé, qui plane, il plane pour moi, puis de temps en temps il descend pour parler assez groupi, je sais pas comment dire. Donc ça m'a fait bizarre. Et puis parfois je me suis dit, mais c'est horriblement triste. Comment on va sortir de cette histoire? Je parle pas de la fin, qui m'a laissé un peu baba. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est pas le livre qui est triste, mais c'est le monde, en fait? Le monde, ça décrit parfaitement le monde. Disons que ça enfonçait le clou dans le... Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Et puis on cherche des lueurs d'espoir aussi, je trouve. Donc, elles arrivent, elles sont là, parce que quand même, magnifique passage. On ne peut pas lâcher le bouquin, hein. Moi, 2 nuits blanches. Enfin, oui, 2 nuits blanches, plus une extension. Mais, et la fin, ça m'a laissé perplexe. Ouais.
Dans quel... Ah, mais je ne veux pas le dire parce que ça révélerait les dernières pages du livre. Je vous le dirai tout à l'heure. D'accord, ok. Bah, du coup, c'est génial si vous êtes passé par tous ces sentiments-là et même parfois de perplexité aussi. De toute façon, il faut que ça réagisse, un livre, donc c'est très bien aussi si on est... J'attends le prochain. Mais, comment je voulais réagir sur une chose que vous disiez. À l'écriture aussi, c'est génial. Ah, c'est super speed, j'adore. Tout s'embrouille sans s'embrouiller. Ça, j'ai trouvé ça merveilleux. Mais alors, dans le précédent, vous n'aviez pas été perdu, mais dans celui-là, oui. Non, alors que Parce que je crois que c'était plus quand même... Sujet, Ouais. et c'était une énorme révélation, un véritable éblouissement. Mm-hmm. Avec probablement, je n'ai pas tout compris non plus. Mais Je rajoute, Merci. vous verrez, relisez-le et vous verrez. Mais ça. Et on a beau connaître l'histoire, on remarche à nouveau. Enfin, moi j'ai remarché, je l'ai relu mercredi, donc je l'avais lu en juillet, en août, et là mercredi. Et au début, je me dis, je vais lire que des passages, je vais aller vite. Non, on peut pas. On est repris complètement dans le truc. lentement, peut-être que comme je l'ai fait au début, poursuivre la vie. Poursuivre le rythme. Bah, merci infiniment, ça me fait très plaisir. Alors moi, il y a quelque chose que je fais, c'est que je lis toujours avec Google Earth, justement. Ah oui. Ah, Et bien. c'est un vrai régal avec vous, parce que... alors, comme je ne connaissais pas l'existence du livre, j'avais une question sur comment vous avez écrit pour arriver à cet effet de réel sur le monde, parce que je m'étais dit que vous n'aviez pas pu sillonner la Birmanie, la Chine, Shanghai, etc. Bon, effectivement, si, donc je pense que l'effet de réel, il vient de là, ça a alimenté, bon, non, la question tombe à l'eau, mais vous utilisez, ça vous arrive d'utiliser que... Non, Non. c'est pas un outil qui... Non, j'aime bien l'idée effectivement de Google Earth, mais quand j'y vais, bon voilà, je regarde des trucs. Mais non, bah en fait, si, c'est quand même. Évidemment, je connais pas tous les lieux dont je parle, parce que mais il y en a beaucoup, mais la plupart, quand même, oui, ouais. Enfin, c'est le fruit de presque 20 ans de voyage, donc il y a quand même. Voilà, comme je disais, j'ai réétudié des carnets d'il y a 17 ans, et puis le dernier voyage, bah, donc, dont je parle dans l'autre livre, est venu aussi réalimenter. Et, donc c'était en Asie, donc quand même l'essentiel du livre se passe quand même principalement en Asie. Donc voilà, c'est quand il y a ces couleurs et quand il y a ces odeurs, alors c'est parce que je les connais, ou alors c'est parce que par extension, voilà, Oui, c'est le travail du romancier, ça. Oui, voilà, ouais. Mais par exemple, je suis pas allé au lac Turkana. Mais bon, voilà, j'essaye. Là, si que j'ai travaillé les images et puis mes souvenirs d'autres déserts ou d'autres lacs ou d'autres. Voilà, et c'est le travail effectivement de romancier. Mais si, quand même, il faut, par exemple, pareil sur le Mexique du livre antérieur. Si j'avais pas été au Mexique, j'aurais pas pu faire écrire ça. Enfin, on peut pas non plus. Voilà, il y a des choses qu'on peut pas. Il faut quand même les sentir, comme je disais aussi tout à l'heure, il faut sentir les choses. Après, on peut. Il y a certaines choses qu'on peut extrapoler. Mais non, c'est comme ça que j'ai travaillé sur celui-là. Ouais. C'était pas de la documentation là-dessus, c'était ces années de voyage. Ouais. Quelqu'un d'autre veut réagir ou poser une question? Si vous avez encore des commentaires aussi bien, vous pouvez. Ouais, J'ai pas fini le livre, alors je suis à la fin de la première partie, donc pas trop touché là-dessus, mais il y a quelques années, quand je voulais me rassurer sur des thématiques qui me troublaient ou qui me révoltaient un peu, je lisais Le Monde Diplo, et aujourd'hui, tout ce qui est transhumanisme, ça m'a touché avec votre livre, la crise écologique, je pense que c'est l'affaire du siècle, comme vous disiez, et du coup, je lis plus Le Monde Diplo et je lis vos livres avec grand plaisir. Et du coup, quelles sont les autres affaires du siècle qui vont arriver dans vos prochains livres? Moi, je pense à la question du genre, des minorités, pas de l'anthropomorphisme, mais de tout ce qui est comme l'homme blanc a réglé l'histoire du monde. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des thématiques comme ça qui vont arriver ou la 5G peut-être? Bonne question, ouais. 5G, ouais, ça ferait un bon titre. Non, le prochain, je vais faire une petite. Je vais faire comme dans le pétrole, je vais repartir en arrière et ce sera plus sur le XXe siècle et sous un autre aspect. J'ai peur là, je voudrais pas faire un livre qui ressemble, enfin disons, j'aimerais bien tenter autre chose, même si évidemment il y a des formes et des choses, mais peut-être aussi quelque chose de
plus j'aimerais bien l'écrire d'une coulée, quelque chose qui soit peut-être moins élaboré. Comment dire, là, c'est beaucoup aussi de travail d'élaboration pour construire cette forme-là, et peut-être tenter une autre manière de faire aussi. Voilà. Et ensuite, si après, dans ces grandes choses-là, ce qui m'intéresserait, ce serait, même si c'est un sujet évidemment compliqué, mais ce serait de. Il y a eu le corps, il y a le monde, l'espace. J'aimerais bien l'espace, ouais. Un roman dans l'espace quand même. Mais toujours comme une extension parce que on est bien d'accord que c'est le même monde qui est. Oui, ce serait ce serait certainement sur. Je sais pas du tout comment ce serait, et peut-être qu'il y aurait pas du tout d'espace ou que ce serait que là. Mais c'est un truc qui m'intéresse. Et puis si ce que vous avez dit, oui, bien sûr, le genre, ce serait aussi très intéressant. L'humanité. Mais bon, il faut faire attention au sujet aussi, et il faut que ce soit un livre, que ce soit mon livre, quoi. Voilà, je vais pas maintenant écrire sur les papillons, et ensuite il faut faire gaffe je vois bien que je suis quand même en train de faire des livres à sujet aussi, donc pas faire comment dire un autre livre à sujet, et là maintenant c'est ça, et là maintenant ça peut devenir un peu artificiel. Donc là c'est des trucs qui vraiment, j'ai pas choisi de sujet, c'était évident, quoi. Donc celui qui arrive, c'est un livre évident pour moi depuis des années que je veux faire, etc. Mais voilà, faut que je fasse gaffe. Mais si le genre par rapport au corps, et en tout cas continuer le travail du corps, voilà. Et puis pour le travail de géographie, l'espace. Alors l'espace, il y a d'autres complications. Ouais. Ouais. Là, il faut... pour y aller, là, ça va être pas la même Imone. Voilà. Bon. Bon, ben merci. Non, merci à vous, Pierre. Une question. Non, oui. Je veux bien tenter un parallèle entre la critique de l'anthropocentrisme de Descola et puis la problématique qui est présente à la fois dans ce roman-là et dans aussi peut-être encore plus les chroniques de Libé, qui pourrait se résumer ce que tu disais tout à l'heure sur comment est-ce qu'on habite le monde aujourd'hui au regard de cette crise écologique dont on a conscience et de l'impact de l'anthropocentrisme pour faire de l'anthropocène, pardon, pour faire simple. Baptiste Morisot, il a une manière absolument remarquable et brillante de parler de cette manière dont on peut essayer de se fondre dans le vivant. Il parle d'enforestement, il parle de comment on piste les animaux. Et je me demandais s'il n'y avait pas un parallèle à faire avec ce que tu écrivais tout à l'heure sur comment est-ce qu'aujourd'hui on appréhende le monde en tant que voyageur avec cette conscience-là de cette crise. Lui, il dit comment aujourd'hui Baptiste Morisot, sapiens, peut jouir du vivant, soit en tant que prédateur, soit en tant que destructeur, soit en ce que c'est une ressource que l'on prélève sans vergogne. Est-ce qu'on ne peut pas aussi imaginer qu'il y ait une manière de considérer le rapport aux autres cultures, comme aujourd'hui Morisot critique le fait que l'espèce homme se positionne au-dessus des autres espèces, en fin de compte, pour éviter cette vision justement héritée du colonialisme ou héritée avec une vision État-nation ou alors culture versus culture, essayer de se considérer au même titre, au même niveau, de manière très transversale avec les autres humains, comme on pourrait se considérer au même titre que les autres espèces selon Complètement, ouais. de Morisot. Complètement, c'est une des autres. J'y pensais d'ailleurs tout à l'heure, mais du coup, par rapport au voyage, c'est l'autre grand défi, quoi. Alors, j'ai pas du tout la réponse à ça, mais comment se déplacer sans dominer par ailleurs, sans dominer, sans être dans des schémas qui se reproduisent de domination culturelle, ou de, comme tu le dis bien là. C'est une des autres complications, ce qui fait que voilà, c'est pour ça qu'il me semble que c'est un laboratoire intéressant. Le voyage, le mot est pas très bien. Du coup, ça pourrait aussi tout à fait s'appliquer à ce que fait Morisot. C'est en gros aller dans des endroits qui soient des milieux naturels ou des milieux culturels, mais en tout cas retrouver une manière d'y être qui ne soit pas du domaine de l'exploitation, pas de l'homme dans le paysage aussi. Si on reprend toute l'histoire de l'art, par exemple, c'est constamment que ça. Donc, qu'est-ce qui nous reste si on n'y a pas ça? Eh ben, il y a tout ça à inventer, et on est un peu démunis parfois.
Et du coup, le voyage est intéressant pour ça, parce qu'effectivement, tu arrives en Inde, ou tu arrives je sais pas, au Bénin, et comment... c'est à peu près impossible. Donc du coup, c'est intéressant. Rentrer dans une appréhension sensible et charnelle. Ouais, il faut par exemple, pour être un peu pratique, il faut du temps, il faut ne pas se déplacer, par exemple, aussi. C'est ce qu'elle fait aussi. On arrive quelque part, on s'arrête, on regarde, on essaie de se fondre, on part, évidemment, alors, il y a plein de techniques comme ça de non-voyage à l'intérieur du voyage. C'est ce qu'on a un peu... Alors, on n'y est pas du tout, et moi finalement, j'adore voyager, mais je suis aussi par ailleurs un piètre voyageur. Enfin, mais ce dernier voyage, c'était ça, c'était d'arriver dans des endroits et s'asseoir et s'installer et faire et ne rien faire en fait. Et alors évidemment, on n'est jamais, on est toujours un homme blanc. Voilà, on s'en sort jamais de ça, c'est sûr. Mais malgré tout, il y a des manières de faire, comme pareil, Morisot, dans l'espace naturel, il se confronte constamment à je suis un homme blanc, sapiens, au milieu de ça. Mais du coup, ça pose des questions qui sont importantes. Donc ouais, c'est un super défi à plein de niveaux, donc à ce niveau-là aussi. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse finale. Donc avec Stéphane qui est là présent et qui est là aussi présent, on va... il en parlera peut-être mieux que moi, mais se prépare une création scénique autour des mêmes préoccupations que le roman, et ça fera une sorte d'hydra de tête, un peu de diptyque, d'un côté la création scénique, de l'autre le roman, et ça sortira l'année prochaine par une compagnie Lapsus, et donc ce sera pendant, le titre est arrêté, ça y est ? Non, il le sera bien. Bon, en tout cas, il y a vertige dans le titre, mais c'est encore en discussion. Et voilà, et ça, c'est une autre idée de faire aussi qu'on a eu ensemble, puisqu'on est amis de longue date, de faire Rhizome aussi au niveau des représentations artistiques. Dire comment on pourrait, parce qu'on a ces mêmes intérêts, mêmes préoccupations, d'un même sol pour tous, qui tremble pour tous, comment ça fait trembler toutes les pratiques artistiques et comment les mêler et associer aussi nos différentes pratiques et manières de faire. Donc voilà, je vous le signale parce que ça pourrait être, ça sera intéressant de voir ça. Ce sera à Toulouse, notamment. La compagnie est basée à Toulouse, ouais. Mais la sortie se fera pas par ici. D'accord. Il y aura des avant-premières qui seront prévues autour du mois de novembre 2021 probablement. C'est du cirque. Ah, j'ai pas précisé, oui, excusez-moi. Et l'idée étant de partager une réflexion commune et d'en donner à voir pour Pierre un roman avec sa vision d'auteur seul et pour nous un spectacle vivant avec notre vision de co-auteur parce que c'est une écriture collective. Voilà, du cirque. À suivre. Bien, merci beaucoup. Merci Pierre. Merci. Donc rendez-vous pour le prochain. Ouais. Hein. Merci beaucoup. Le livre de Pierre Ducrozet, Le Grand Vertige, est publié aux éditions Actes Sud. Pierre Ducrozet est également l'auteur de 3 autres romans parus chez Grasset et réédités chez Actes Sud, Requiem pour Lola Rouge, La vie qu'on voulait et Héroïca, et du roman L'invention des corps, paru chez Actes Sud en 2017, récompensé par le prix de Flore. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée le 9 octobre 2020 à la librairie Ombre Blanche.